Louis. Quand il m'arrive un truc, une bonne nouvelle professionnelle ou au contraire une interaction qui m'a vexée, un deuil soudain ou un truc super cool qui vient flatter mon ego, bref, quelque chose qui me fait monter une émotion très vite, je ressens une sorte de besoin urgent de le partager. Mais genre tout de suite, je prépare les phrases dans ma tête et je bombarde de messages la personne de mon choix. Je vide mon sac instantanément, sans beaucoup de retenue. Je suis pas sûre exactement du pourquoi, mais parfois j'ai l'impression que sinon, ce qui m'est arrivé n'existe pas. Je fais même pas vraiment attention à ce que la personne pourrait être en train de faire, ou à si ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Pour cet épisode, je me suis donc demandé à quoi correspondait cette urgence de tout raconter. Pourquoi moi je suis comme ça, et d'autres pas du tout? Est-ce que je pourrais pas me contenter de vivre ces moments-là pour moi-même? Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à cultiver une part plus secrète de nous-mêmes, qui resterait inaccessible aux autres? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'avais trouvé les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Ma première intuition, c'est donc que je raconte les choses pour les rendre réelles. Ce qui me rassure, c'est que visiblement, certaines personnes qui ne racontent justement pas leurs histoires le font à peu près pour la même raison. L'année dernière, j'avais recontacté un ex avec qui j'avais une longue histoire et qui connaissait des amis proches à moi. Je l'avais revu une fois, on avait bu un café. Ensuite, l'été, je l'avais encore recontacté en lui envoyant une grande lettre de déclaration d'amour et tout. Je sais pas, en fait, j'avais rien raconté, mais j'avais pas raconté que je l'avais revu. J'avais pas raconté que je lui avais reparlé. Je me disais que si je le racontais pas, c'était moins réel, en fait. Sacha est une jeune femme que j'ai contactée parce qu'on m'en a parlé comme quelqu'un qui aime vraiment garder sa vie privée. Et parfois, quand elle ne raconte pas ce qui lui est arrivé, c'est donc justement pour que ça n'existe pas. Ça me rassure un peu, parce que je me disais que j'étais quand même un peu bizarre d'avoir besoin des autres pour avoir la confirmation que je vis bien ce que je suis en train de vivre. En faisant quelques recherches, je découvre que dans Soi-même comme un autre, le philosophe Paul Ricoeur a développé l'idée d'identité narrative, c'est-à-dire que nous construisons notre identité de manière assez consciente en racontant notre vie, en faisant le récit, et que pour que ce récit ait de la valeur, il faut qu'il soit validé par les autres. Si Sacha n'a pas très envie que cette histoire d'ex qu'elle a recontactée intègre le récit qu'elle se fait de sa vie, c'est effectivement plus facile de ne rien dire. Je savais probablement que ça allait pas forcément être positif au final, en tout cas que ça allait pas m'être favorable. Je pense qu'en parler autour de moi, ça aurait fait comme si c'était quelque chose d'important. Et le fait après en avoir beaucoup parlé, de me prendre un gros stop, je pense que ça aurait été pire. On sera tous d'accord, je crois, pour dire qu'il y a des trucs qu'on préférerait oublier et ne pas avoir à intégrer au récit qu'on se fait de nos vies. Sauf que en général, les choses qu'on préfère oublier, elles ne nous laissent pas vraiment le choix. En fait, au bout d'un moment, quand on a du mal à parler de ses émotions et de soi, c'est pas compliqué, le corps prend le relais et le corps parle pour soi. Et moi, mon corps parle pour moi, c'est-à-dire que j'ai un mal de ventre relativement constant, j'ai eu très souvent mal au dos, je fais carrément des migraines ophtalmiques liées à une espèce de stress comme une cocotte minute qui est sur le point d'exploser, quoi. Ça, c'est Alexandre, il a 37 ans. Lui non plus, il ne se confie pas beaucoup sur ce qu'il vit. C'est même un peu plus extrême chez lui, puisque parler de lui, il déteste ça. Ce truc qu'il décrit, d'un cerveau qui est en train d'exploser à force de se retenir de parler de lui et de ses émotions, j'ai pu en parler avec Florian Gâteau, neuropsychologue spécialisé en psychotrauma, c'est-à-dire qu'il se concentre sur comment faire pour que nos traumatismes nous affectent moins, pour les rendre plus vivables. Avec Florian Gâteau, on s'est retrouvés dans un lieu public, un dimanche, au soleil. Et comme il est neuropsy, il m'a dit « Attention, je vais dire plein de mots compliqués à la suite ». Ce qu'on sait, c'est que quand je vais confier une information,
notamment avec un vécu émotionnel très fort vis-à-vis de cette information. Ça va enclencher certains mécanismes et certains phénomènes au niveau du cortex préfrontal, qui est impliqué du coup dans la question de la régulation émotionnelle, et qui va faire diminuer l'activation de l'amygdale, qui est un système cérébral qui joue en fait dans la détection notamment de la peur, de certains stimuli saillants, etc., etc. Donc déjà, dans le simple fait de parler, d'avoir une écoute, il y a déjà une régulation au niveau cérébral qui se fait. C'est-à-dire que quand on se confie sur quelque chose qui nous a créé une émotion forte, le fait de s'exprimer dessus, ça va déjà créer une première régulation de cette émotion. On va pouvoir la ressentir, mais moins fort que la première fois, et sans activer en même temps de l'angoisse ou de la peur. À force de ne pas identifier et parler de ses émotions, Alexandre a donc créé une cocotte minute. Pendant 10 ans, il a créé et tenu un lieu de spectacle et de fête. Ça lui a demandé une énergie folle, mais ça lui a aussi longtemps permis de ne pas trop parler de lui. Quand tu accueilles les gens pour leur fournir le meilleur accueil, il faut être tout le temps joyeux, motivé, dynamique. Et c'était la planque parfaite pour moi, pour, cacher mes émotions, pour pas montrer mes propres soucis, mes propres angoisses. En tout cas, moi, c'est mon genre de masque social qui m'a permis de survivre petit à petit pour en arriver là où j'en suis maintenant. Un jour, Alexandre a commencé à comprendre qu'il allait devoir fermer son lieu. Il y a 1 an, cette aventure s'est terminée et je m'étais tellement fondu dans mon travail que j'aimais passionnément, dans mon personnage de « Ah, Alex, de toute façon, il est toujours de très bonne humeur et ça va toujours très bien », qu'une fois que tout ça s'écroule, on se retrouve un peu tout seul et là, c'est un peu je suis malheureux. La conséquence de cette solitude, elle est assez terrifiante pour lui, puisqu'il n'aura plus la nécessité de porter ce masque social au quotidien. Cette histoire de masque social, et le fait qu'Alexandre utilise précisément ce mot, ça me fait penser à la théorie du pédiatre et psychanalyste anglais Donald Winnicott sur le vrai self et le faux self, qu'on pourrait traduire par le vrai soi et le faux soi. Le faux soi, c'est une façade sociale, un masque donc, construit pour répondre aux attentes de l'environnement. Et le résultat de ce faux soi, c'est que quand il prend toute la place, comme ça avait l'air d'être le cas d'Alexandre, l'individu se sent vide, pas très authentique, nous dit Donald Winnicott, et surtout déprimé, ce que me décrit Alexandre. Heureusement, j'ai pris conscience, et je l'ai pris conscience un tout petit peu avant la fermeture, qu'il fallait que j'essaye de travailler sur moi pour essayer de m'améliorer, pour essayer d'avancer, parce que sinon j'allais me sombrer dans quelque chose de pas très joli. Le faux soi, c'est vraiment un concept qui me parle. Alice Miller, psychanalyste, l'a aussi développé dans Le drame de l'enfant doué. Dans ce livre, Alice Miller écrit « L'adaptation aux besoins parentaux conduit souvent, mais pas toujours, au développement d'une personnalité comme si, ou de ce qui est souvent appelé faux soi. Son vrai soi ne peut se développer et se différencier, car il ne peut être vécu. » Winnicott comme Alice Miller sont spécialistes du développement de l'enfant. Et cette histoire de faux soi, ça vient donc selon eux de ce que l'on a vécu enfant. Ils expliquent que c'est souvent pour se protéger d'un milieu intrusif ou exigeant, ou même pour protéger les autres. Par exemple, ne pas montrer notre tristesse à nos parents, car on sait qu'elle va les rendre tristes à leur tour. Le faux soi vient directement de la peur du jugement des autres, à la base de nos parents, qui pourraient nous aimer moins, et puis de tous les autres par extension. Parce que le jugement, à chaque fois qu'on s'expose aux autres, c'est ce qu'on risque. Et c'est ce que j'entends chez Alexandre. Je suis vraiment régi par cette peur qu'on me juge, qu'on m'engueule, qu'on me critique. Alors pour éviter ça, une des stratégies, ça peut être donc de ne jamais rien dire, de n'être jamais exposé. Comme ça, on maîtrise ce fameux récit de soi dont on parlait tout à l'heure. Ce qui me fait peur, c'est de me confier à numéro 1, qui répète à numéro 2, numéro 3, et que le truc se disperse un peu sans que j'en ai aucun contrôle. Ça, c'est quelque chose qui me terrorise, parce que peur d'être jugé, peur que ça parle, peur que tout ça. Sauf que, comme le dit Alexandre lui-même, cette stratégie de maîtrise, de contrôle, elle a des limites. Il faut que je contrôle absolument tout le flux d'informations me concernant, la circulation, les entrées, les sorties, ce qui est complètement absurde, parce que les gens qui t'entourent, ils sont pas débiles. Ils te connaissent et ils savent très bien. Et ils savent très bien quand ça va pas. Ils savent très bien pourquoi ça va pas. Et c'est là, en fait. En fait, c'est quand tu fais de la rétention d'informations qu'ils parlent entre eux. Me voilà pris dans mon propre piège et dans mes propres contradictions. Alexandre peut toujours contrôler ce qu'il accepte qu'on sache de lui, mais pas vraiment ce qu'on dit de lui. Et par ailleurs, il a mal au dos, il est malheureux et il se rend bien compte de l'impasse.
Ce qui m'a semblé fou dans ce que m'a dit Alexandre, c'est que ça venait répondre en miroir aux peurs de Anne. Anne, c'est une amie d'amis. Je ne la connais pas vraiment personnellement, pourtant je sais beaucoup de choses sur sa vie. Comme le fait que l'an dernier, elle a vécu sur un bateau pour pouvoir louer sa maison parce qu'elle était un petit peu en galère. Et si je sais ça, c'est parce qu'elle s'exprime beaucoup dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Anne partage énormément et ça vient d'une peur qui est sensiblement la même que celle d'Alexandre. Elle me le raconte au téléphone. Moi, j'ai toujours besoin de me justifier et de m'expliquer. Et je me sens mieux quand je le fais. Je me dis, les gens me comprennent. Et comme ça, ils comprennent mes réactions. Et ils vont moins me juger, en fait. Je me dis, si j'explique qui je suis, ils vont moins me juger et la relation va être meilleure. Pour éviter d'être jugée, Anne, elle raconte tout. J'ai beaucoup de mal à garder les choses intimes. Donc, je suis complètement transparente sur tout ce que je ressens, tout ce dont j'ai besoin. Et ce besoin d'exister en racontant, en parlant d'elle, elle arrive tout à fait à retracer d'où ça vient. Je suis dans une famille de 6 enfants. Moi, je suis la dernière. J'ai 3 frères qui ont 25 ans, 24 ans, 23 ans de plus que moi. À table, ils parlaient énormément. Il y avait beaucoup d'adultes. Très vite, ma mère, elle me dit qu'à 2 ans, je me suis mise debout sur une chaise pour que tout le monde m'entende, pour que tout le monde me voie, pour que tout le monde m'écoute. Et que je me suis mise à parler en langage bébé sans m'interrompre pour que les gens, en fait, fassent un petit peu attention à moi. Moi, j'ai été élevée dans une famille très bourgeoise. Et à l'époque, c'était tu parleras quand tu auras fini ton assiette et tu donneras ton avis quand tu auras passé ton bac. Donc, c'était très difficile pour moi ça me frustrait beaucoup et j'essayais quand même constamment de prendre la parole parce que je voulais être au même niveau que les autres. Devoir parler pour affirmer son existence et avoir un peu d'attention, c'est un point de départ solide. Le masque social qu'on développe pour les autres, il peut donc prendre plein de formes. Et pas nécessairement celle qu'Alexandre a adoptée et qui consiste à ne surtout rien donner de soi aux autres. D'après Donald Winnicott, tout raconter, c'est aussi prendre le risque de donner trop de place à son faux self, à la version de soi créée pour les autres. Le besoin de transparence de Anne, il s'illustre dans une anecdote assez explicite qu'elle m'a racontée. Je venais de décrocher un super job. Donc au début, j'étais en stage. J'étais stagiaire, il y avait 3 mois de stage et après, ça pouvait déboucher sur un CDD. Et moi, j'avais très envie d'avoir ce CDD. J'embauche le 13 septembre et 3 jours après, il y a un team building à bord d'un catamaran dans le sud de la France à Hyères. Sur le trajet du team building, j'ai des doutes en me disant je suis peut-être enceinte. Et du coup, j'ajoute un test de grossesse. Je fais le test de grossesse à bord du bateau et le test de grossesse est positif. Après, je sais pas, il y a un apéro vers midi. Alors déjà, il y avait la question de je pouvais plus boire d'alcool à bord du bateau. Alors que j'avais dit que j'avais une grosse fêtarde, etc. Et que j'étais trop contente qu'on allait faire la chouille sur un bateau. Donc déjà, je me dis ça va éveiller les soupçons. Et puis en conversation avec mon patron sur un peu mes missions au sein de la boîte, etc. Et puis là, je lui lâche sur la jupe du catamaran. Je lui dis moi, je suis hyper motivée par ce job. J'ai vraiment envie que ce stage se transforme en CDD. J'ai juste un petit truc à te dire, c'est qu'en fait, là, je viens de faire un test de grossesse et du coup, je suis enceinte. Mais je me donnerai à 2000% et tu remarqueras même pas que je suis enceinte, quoi. Je veux dire, je serais encore plus motivée et efficace que si j'avais pas été enceinte. Et là, je me dis, bon, je viens de faire 2 énormes conneries. Mon patron, que je connais depuis 3 jours, est au courant avant mon mari que je suis enceinte. Donc, j'étais là, je suis complètement fucked up, en fait. En l'occurrence, pour Anne, ça a plutôt bien tourné. Le patron en question l'a embauchée alors qu'elle était enceinte. Mais ce que je trouve passionnant par rapport au témoignage d'Alexandre, c'est que si Anne a besoin de dire autant de choses, c'est aussi un peu parce qu'elle veut contrôler le récit et le jugement qu'on fera d'elle plus tard. Si on l'embauche alors qu'elle est enceinte, est-ce qu'on va l'accuser d'avoir sciemment menti, de pas avoir été honnête ? En disant tout, elle garde le pouvoir sur ce que l'autre voit d'elle. Dans cette optique, le désir de transparence, c'est celui d'être totalement vu, pour être totalement aimé, et la peur terrible d'être découvert et jugé si on cache quelque chose. Mais Winnicott a un autre avis à ce sujet. Selon lui, pour préserver son soi authentique, son vrai soi, il faut garder pour soi certaines informations, certaines émotions. Il dit qu'à partir du moment où on les partage, qu'on le veuille ou non, on s'expose. Et ça, on le sait, donc on s'adapte. Et plus on s'adapte, plus on construit son masque social. Mais alors c'est quoi la bonne mesure ? Comment se confie-t-on assez pour vérifier notre existence, pour pas devenir une cocotte minute comme Alexandre ? Et à l'inverse, comment constituer ce que Winnicott appelle un espace intérieur inviolable, pas soumis au jugement et au regard des autres.
On en reparle dans quelques instants. On a à peu près toutes et tous déjà été confrontés à quelqu'un qu'on connaît pas trop et qui nous raconte des choses intimes. Et d'être dans cette situation où on est gêné parce qu'on se dit on connaît pas cette personne et ça donne toujours l'impression qu'il y a un truc que la personne n'a pas réglé et que c'est bizarre d'avoir besoin d'évoquer des choses aussi intimes à quelqu'un que tu connais pas. Je pense effectivement qu'on a tous déjà été confrontés à des gens qui nous racontent quelque chose de très intime un peu trop vite. Je pense même avoir déjà été cette personne. En anglais, évidemment, ça a un nom. Ça s'appelle l'oversharing, le partage excessif. Mais qu'est-ce qui nous gêne dans l'oversharing, en fait ? Quand est-ce qu'on bascule dedans ? Une première réponse tient dans ce que les chercheurs Altman et Taylor ont appelé la théorie de la pénétration sociale en 1973. Ils expliquent que les relations humaines se développent à travers un processus graduel d'ouverture de soi. L'idée, c'est qu'il y a des couches de conversation qui vont de la plus superficielle, la météo, à la plus personnelle et profonde, comme les traumatismes d'enfance. Et pour qu'une relation soit équilibrée et solide, on retire les couches les unes après les autres. Plus important encore, dans une relation fonctionnelle, on les retire progressivement et chaque couche dévoilée entraîne une réciprocité. Tu me parles du décès d'un proche, j'évoque à mon tour quelque chose de douloureux. L'oversharing, le partage excessif, intervient entre autres quand la relation est complètement déséquilibrée. D'ailleurs, Alexandre, qui déteste se confier, mais essaye d'apprendre à le faire, me le dit de manière très claire. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes que j'ai rencontrées, avec qui on a tissé certains liens et qui ont demandé une certaine réciprocité. Et du coup, arrive la question fatidique de « Et toi, comment ça va ?» qui, parfois, pour moi, est prise comme un truc, presque une agression, quelque chose qui me crispe complètement en mode comment ça ? Comment oses-tu ? Pourquoi t'intéresses-tu à moi ? C'est pas ce rapport-là que je voulais créer avec toi. Et c'est pas malveillant de leur part, au contraire. Selon les 4 auteurs de l'étude « Êtes-vous l'ami de vos amis ?» pour le MIT, une amitié forte et réelle peut être mesurée par la présence de réciprocité dans la relation. Une des souffrances de Alexandre est bien là. Il sait bien que pour nourrir certains liens, les plus proches, les plus intimes, il faut réussir à donner un peu de soi, un peu de vulnérabilité. Et c'est aussi cette histoire de réciprocité qui a fini par poser question à Anne sur son rapport à la parole. Je ne m'étais jamais rendu compte que ça pouvait être un handicap et que ça pouvait gêner certaines personnes parce que la plupart du temps, ce qu'on me disait, c'était trop drôle, t'es une animatrice, quand t'es là, il y a trop l'ambiance, etc. Et justement, on me faisait des bons retours sur cette place que je prenais. La première fois où vraiment je me suis rendu compte que c'était une forme de handicap, c'est quand j'ai rencontré ma belle famille. Quand ils sont tous ensemble, il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de silence. Et qui dit silence, dit Anne qui parle. Et Anne se rend compte qu'avec sa belle famille, ça passe moyen. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui prenait beaucoup de place et qui laissait pas beaucoup de place aux autres. D'abord, c'était vis-à-vis de mon mari. Je trouvais que j'écoutais pas assez mon mari, que je l'interrompais tout le temps. Donc, j'ai regardé des tutos sur l'écoute bienveillante et l'écoute active. Ça m'a servi à la fois pour mon mari et à la fois pour mes enfants. Il y a une histoire de place qu'on prend et de place qu'on laisse aux autres et d'avoir un rapport à peu près équilibré pour que la relation s'épanouisse, qu'elle ait du sens, mais pas que. En faisant les choses progressivement, en se livrant peu à peu et pas tout à coup, on vérifie aussi qu'on respecte nos propres limites et celles des autres. Parce que livrer un secret à quelqu'un à qui on n'a pas demandé son avis, c'est parfois forcer un lien à laquelle la personne ne consent pas forcément. Et au-delà de respecter peut-être les limites de cette personne, la personne qui partage un peu trop vite, ça ne lui fait pas forcément du bien. Et ça, c'est ce que me dit le neuropsy Florian Gâteau. Ce à quoi il faut faire attention, c'est effectivement la confidence ou la confession qui n'amène pas de transformation psychique de l'événement ou du contenu, en fait, on va dire. C'est-à-dire que les études, elles montrent, ça c'est des études plutôt, alors je me rappelle plus, c'est Pass et collaborateurs en 2007, qui montraient que par exemple la confidence n'amenait pas forcément à une régulation de l'émotion initiale. C'est-à-dire que la personne peut recevoir éventuellement des bénéfices secondaires à travers un soutien social, le sentiment d'être compris, mais ça ne signifie pas que le contenu en tant que tel est moins actif ou est moins traumatique. Si je résume, se confier aux gens sur des choses intimes et douloureuses, ça peut faire du bien effectivement dans un premier temps. Mais ça ne vient pas en soi réparer ce qu'on a vécu ou en diminuer l'intensité émotionnelle. Alors, on pourrait se dire que si ça fait déjà un peu de bien, c'est pas mal, non ?
C'est là que Florian Gâteau me dit qu'en fonction de la personne à qui on en parle et de la réaction qu'on va recevoir, 1, ça peut nous faire plus de mal que de bien, 2, ça peut même nous mettre en danger. Effectivement, cette posture de confidence amène à une fragilisation ou à une forme de vulnérabilité chez la personne qui se confie. C'est-à-dire, si je dis à quelqu'un que je viens d'être agressé dans la rue et que j'en parle à un ami qui, du coup, me prend dans ses bras, me dit que ça arrive, que c'est grave ce qui s'est passé, je vais me sentir plus légitime, ce qu'on appelle le labelling émotionnel, je vais mettre un nom sur mes émotions. Alors que si j'ai quelqu'un en face qui est hyper froid et qui est cassant, qui est pédant, etc., ça va aggraver l'émotion en question. Ça me paraît assez central. C'est-à-dire que le problème qu'on peut rencontrer quand on se confie à des gens qu'on ne connaît pas bien ou qui n'ont pas les bonnes dispositions pour nous écouter, c'est qu'on peut se fragiliser soi ou les autres. D'ailleurs, quand j'ai commencé à poser cette question de à quel point faut-il se confier sur les réseaux sociaux, une psychologue m'a écrit pour me dire que quand un patient déroulait son histoire de vie trop vite, quand il disait tous ses traumas dès le premier rendez-vous, elle posait des limites. Ça m'a choquée parce que je me suis dit que si on pouvait pas dérouler ses traumas chez le psy, alors où ? Mais Florian Gâteau m'a expliqué. Notre rôle à nous, c'est aussi de pouvoir poser des limites à la divulgation de l'information et à la confidence. Même si ça peut être frustrant, même si le patient en face peut avoir un ressenti un peu douloureux, après c'est à nous d'accompagner et de bien expliquer les choses. Franchement, moi je trouve ça terrible d'imaginer qu'on a enfin le courage d'aller chez un psy pour tout dérouler et qu'on nous dise « Oula, non, vous en dites beaucoup trop, gardez vos secrets pour vous ». Alors on va pas le dire comme ça du coup, mais on va plutôt effectivement accompagner la personne en disant écoutez là c'est très important ce que vous êtes en train de me dire et c'est grave potentiellement et j'ai pas envie qu'on traite ce sujet-là comme si c'était quelque chose de lambda. Est-ce que vous vous rendez compte finalement de la portée de ce que vous me dites et de la gravité des faits ou du vécu, etc. Et certaines personnes vont même pas forcément s'en rendre compte. Parce qu'il y a des mécanismes un peu défensifs, ou il y a des modes défensifs en thérapie, où on te balance un truc, t'as la personne qui va te dire « Ah bah oui, bah, de toute façon, il s'est passé des choses avec mon oncle, mais bon, qui n'a pas eu un oncle un peu pervers au fond du grenier ?» Bah non, tout le monde n'a pas eu ça, en fait. Donc vous pouvez faire de l'humour là-dessus, c'est peut-être... voilà, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de ce que c'est ? Et spécifiquement, sur ces vécus traumatiques-là, Florian Gâteau m'explique que si parler est nécessaire, ce n'est en fait que le début. La composante principale, ça va être le recadrage cognitif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transformer l'information pour qu'elle soit intégrée dans l'histoire de vie de la personne et lui donner une signification différente. Et du coup, dans le fait de se délivrer sans limite, pour le coup, ça amène pas forcément à du recadrage, ça amène pas forcément à de la transformation de l'information. Or, quand on se confie sur quelque chose de traumatique pour nous, de profondément douloureux ou déstabilisant, à quelqu'un qui ne peut pas nous aider à faire ça, on peut se mettre un peu en danger. On sait que si l'information elle est transmise, délivrée, sans qu'il y ait de recadrage cognitif ou encore une fois de transformation par rapport au vécu ou à l'information, le risque c'est que la personne rumine, en parle à voix haute, mais qu'il n'y a rien qui soit fait. Et les études, elles montrent que la rumination, finalement, va avoir un impact délétère sur l'humeur de la personne. Plus je rumine, moins je me sens bien, moins je fais de choses, plus je rumine. Parler d'un fort vécu émotionnel, qui a toujours autant de pouvoir sur nous, qui fait remonter des émotions presque au présent, sans pouvoir les transformer, ça ne nous est pas bénéfique sur le long terme, alors que de se confier à une personne formée permet de faire ce que décrit Florian Gâteau. Mais en plus de ce recadrage cognitif pour soi, il y a aussi autre chose. C'est plutôt les travaux sociologiques qui partent de l'hypothèse que si je transmets une information, il y a à la fois une recherche de lien social, mais aussi une recherche dans le fait de partager une connaissance. C'est-à-dire, si ça m'arrive à moi, ça peut t'arriver à toi aussi. Et du coup, d'engendrer une recherche de solutions, une recherche d'action par rapport à ça. Et c'est ce qu'on observe notamment dans les mouvements récents au niveau sociaux, comme MeToo par exemple, ou sur les mouvements autour de l'inceste, où il y a une parole qui s'est libérée, et c'est formidable. Et du coup, ça permet à la fois, à titre individuel, de transformer, en tout cas on l'espère, le vécu, en tout cas de ne pas rester seul avec ça et de ne pas vivre dans un vécu de honte, de culpabilité, et puis au niveau collectif, d'en faire quelque chose. Se dire, ok, s'il y a autant de personnes qui ont vécu ça à un niveau individuel, nous en tant que système, en tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Or, c'est exactement ce que m'a exprimé Anne à plusieurs reprises. Que si elle partageait autant de choses sur des questions intimes, c'est aussi parce qu'elle a envie, je la cite, d'évangéliser. Elle me reparle notamment de cet ancien patron, à qui elle a annoncé sa grossesse très tôt.
c'est pas que j'ai peu de secrets, c'est que je parle de choses dont les gens parlent pas. Tu vois, par exemple, à ce même patron, moi, je lui parlais de mes règles, de mon syndrome prémenstruel. Je suis serveuse dans un restaurant, en gros, et je consomme les repas que le restaurant sert. Et j'ai envie de dire au cuisinier, en fait, je suis une femme de 40 ans, j'approche de la périménopause. Est-ce que tu peux cuisiner plus de légumes et de protéines pour que je puisse être plus vaillante au travail et que j'ai plus d'énergie et que je sois plus efficace? Il y a une femme de 25 ans dans la team, il y en a une autre de 35 ans. Et j'ai envie aussi de prêcher la bonne parole, de la connaissance du corps de la femme, de la haute technologie de l'utérus, etc. Donc il y a aussi un truc d'évangélisation, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de tous ces sujets-là. Il me semble que cette manière d'agir de Anne se tient, et que le fait qu'elle fasse tout ça consciemment, avec un discours construit autour de la haute technologie de l'utérus, fait qu'elle ne se met pas en danger. Et Florian Gâteau me dit quelque chose là-dessus qui me paraît vraiment important. À la base, c'est la question, je pense, de à quel point est-ce que c'est mon initiative et ma décision ou pas. Est-ce que je suis à la base du fait de me dévoiler? Voilà. Est-ce que j'ai décidé? Est-ce que j'ai été dans le contrôle? À ce conseil de Florian Gâteau, Donald Winnicott ajouterait cette nuance. Ai-je vraiment choisi de le dire pour moi et pas pour un besoin de reconnaissance ou d'approbation? Si oui, alors j'ai bien fait de le dire. Et sinon, j'avais le droit de garder cette information, ce ressenti pour moi. Il m'appartient. Et l'autre indice, pour savoir si on garde pour soi certaines choses pour les bonnes ou les mauvaises raisons, c'est Sacha qui me le donne. Ça me protège pas forcément de pas me confier tout le temps et au contraire, parfois ça peut être un peu l'inverse. Je me suis retrouvée dans des relations assez toxiques et pour le coup, je me confiais pas parce que c'est plus que j'avais honte et surtout que je connaissais les réactions qu'allaient avoir mes amis en fait. Et j'avais pas envie de les entendre. Et je savais que ça allait être des choses négatives et je voulais pas le savoir. Donc, dans ces cas-là, je préférais pas me confier. Du coup, c'est des cas où ça protège pas du tout. En fait, au contraire, c'est plus dangereux de pas en parler. La honte, comme l'analyse la philosophe Cynthia Fleury dans La clinique de la dignité, nous fait croire que ce que nous sommes ou que ce que nous avons vécu nous disqualifie. Elle crée du silence contraint. Si on parle trop par honte, ou si au contraire on ne parle pas par honte, c'est bien ça qu'il faut interroger. Il faut réussir à distinguer deux formes de silence. Celui qui étouffe, comme les silences d'Alexandre, qui a la tête en cocotte minute et qui en souffre, et les silences qui protègent un espace où on décide pour soi, un choix lucide de ne pas tout livrer, où on peut mûrir une décision, un choix, une idée, sans avoir directement à les confronter au jugement de l'autre, sans avoir à les justifier. Pour construire son vrai soi, Winnicott parle de l'importance d'un endroit où on n'a pas besoin d'être acceptable, logique ou compréhensible. C'est une forme de protection de sa souveraineté. C'est prendre le risque d'exister sans justification. Et à propos du silence, Anne me dit qu'elle apprend doucement, mais que ça reste un immense défi. Parfois, on va au restaurant avec mon mari et ça arrive qu'il y ait des silences. Moi, je préfère que la conversation s'arrête jamais à notre table. Mon mari, lui, il est très observateur. Donc, il va tout observer dans le restaurant, etc. Il va tout écouter. C'est ces moments-là où il est dans l'observation. Moi, je me vis assez mal. Mais maintenant, je m'entraîne à faire comme lui, à écouter et à observer. Mais j'arrive à le faire que quand il n'est pas là. Par exemple, s'il part aux toilettes, là, je m'entraîne à observer, à écouter. Et quand il revient, je lui raconte tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tu vois. Mais j'arrive pas à le faire quand il est là encore, quoi. Contre l'idéal de la transparence, le merveilleux poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant réclamait en 1990 et pour nous tous un droit à l'opacité. Pour lui, il n'est pas nécessaire de comprendre l'autre pour vivre et construire avec lui. On a le droit à nos espaces secrets. Et ça, moi je trouve que c'est une petite libération. Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Clémence Relia. Elsa Berthaud est en charge de la production. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, dites-le nous en laissant des étoiles et des commentaires sur votre appli préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. À bientôt!